L'association des Amis de Montbazon a été créée il y a à peu près 12 ans dans le but de préserver le patrimoine et donc la forteresse de Montbazon. Pour cela, différentes activités existent sur site, notamment des stands avec les métiers du Moyen-Âge. À terme, le président et l'association aimeraient développer, créer un archéosite. En attendant, je vous propose de découvrir ces métiers et leurs artisans. Le métier de potier au Moyen-Âge, il consistait à faire des objets utilitaires pour la vie de tous les jours, comme des chantepleurs qui vont servir pour l'hygiène, des pots qui vont servir à la cuisine, des ustensiles de cuisine. Alors, le chantepleur, en fait, c'est l'ancêtre du pommeau de douche. On va le tremper dans l'eau, il va chanter dans le sens où quand l'air elle s'en va, et ça fait des bulles d'air donc il chante. On met le pouce et quand on leur enlève et qu'on enlève le pouce, il va pleurer. C'est comme le pommeau de douche aujourd'hui quand on prend notre douche. Voilà. Il chante et il pleure. J'ai ensuite cet objet-là qui va être une tasse. C'est une tasse polylobée. Alors, certaines familles au Moyen-Âge n'avaient pas les moyens de s'acheter une tasse pour chaque membre. Donc en fait, on avait une tasse avec plusieurs lobes pour chacun. C'était pas hygiénique de boire après la même personne derrière le même lobe, donc on en a plusieurs. Voilà. Ensuite, c'est ça, polylobé. On a cet objet-ci qui ressemble à un sein. C'est un biberon. On va mettre le lait à l'intérieur. On va mettre un linge propre qui va un petit peu dépasser et le bébé va venir téter le lait. Voilà, donc c'est l'ancêtre du biberon qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des tétines en latex. Et avant, c'était comme ça. Ensuite, on va avoir cet objet-ci qui s'appelle un aquamanil. Aqua, eau, manil, main. Ça va servir à se laver les mains pendant les banquets et surtout à différencier des pichets de vin. Donc si j'ai ces deux objets-là sur ma table, ça je sais que c'est pour le vin et ça je sais que c'est pour l'eau. On a du coup une tête d'animal pour la différencier, pour reconnaître vraiment que c'est pour les mains. Voilà. Vous voyez que là j'ai deux chantepleurs, mais ils ont une couleur différente. Alors celui-ci il est seulement cuit, mais il n'a pas de glaçure sur lui. C'est-à-dire que si je mets ma main à l'eau, en fait, et que je fais ça, l'argile est une roche poreuse, donc il va absorber l'eau. Si je mets mon chantepleur dans l'eau totalement, il va se désagréger et on ne pourra plus l'utiliser. C'est pourquoi on fait une glaçure avec une poudre d'oxyde de plomb. On met de la poudre d'oxyde de plomb dans de l'eau, on badigeonne notre poterie et ensuite on va venir la faire cuire. Le potier va faire cuire sa poterie. En fonction de la quantité de plomb dans notre glaçure, on a des couleurs différentes. On peut avoir du bleu, du vert ou du jaune. Une poterie bleue va se vendre plus cher qu'une poterie jaune. Non, une poterie bleue va se vendre plus cher qu'une poterie verte et une verte plus cher qu'une jaune. Voilà. Et du coup, oui, ça dépend de la quantité d'oxyde de plomb, mais le potier ne savait jamais à l'avance quelle couleur allait ressortir sa poterie. On peut leur proposer de faire l'activité, donc on leur donne une boule d'argile comme ceci en l'échange d'un denier où ils peuvent faire la création de leur choix. On a des modèles, on a des pots, des vases, on a des animaux, des chats, des licornes qui ont été faits en amont, soit par nos collègues ou par des visiteurs qui nous les ont laissés. Donc ils peuvent s'inspirer de cela, ou alors ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi ce n'est pas de la médecine? Parce que il y a deux gars dont j'ai parlé tout à l'heure qui s'appellent Hippocrate. Le deuxième c'est Galien. Eh bien ces deux gars-là, c'est les textes sacrés de la santé au Moyen-Âge et même plus tard. Donc ces gars-là, ils ont dit un truc qui nous va pas. Ils ont dit que la médecine était œuvre que d'observation. Ce qui veut dire que le corps est sacré. À partir du moment où tu touches un corps, ce n'est plus de la médecine. Et figure-toi que faire de la chirurgie sans toucher le corps, c'est compliqué. D'accord? Deuxième chose, 11e siècle, l'église, elle débarque et elle sort ce qu'on appelle l'édit de Tours. Elle dit « l'église n'aime pas le sang ». Génial! On fait de la chirurgie, donc on n'est pas bien vu par l'église non plus. Voilà. Donc ça, déjà, c'est important. Maintenant, si on n'est pas médecin, eh ben, qu'est-ce qu'on est? On est des artisans. On fait partie d'une corporation de métiers. Cette corporation de métiers, il y a plusieurs métiers dedans. Barbier, chirurgien, étuviste, baigneur, perruquier, parfumeur. Ouais, on sent bien la santé dans le bazar, hein. Par contre, tout est logique. Barbier et chirurgien. La main ne tremble pas. Donc forcément,
si j'arrive et que j'ai la main comme ça, en tant que barbier, on va pas être d'accord. Et si en chirurgien, j'arrive et je suis comme ça, on va pas être d'accord non plus. Donc, barbier, chirurgien. Maintenant, étuviste, baigneur. Étuviste, ça veut dire que je gère les étuves. D'accord? Les bains publics, comme ce que tu as vu juste avant. Baigneur, ça veut dire que je m'occupe de la personne qui est dans le bain. Ça tombe bien, je suis barbier, je vais pouvoir faire la barbe, les cheveux et les poils pendant que le gars est dans le bain. Baigneur. Maintenant, si je coupe les cheveux, je vais pouvoir les récupérer pour en faire des perruques. Et en plus de ça, eh bien, vu qu'on fait tout ce qui est le soin du corps, on va pouvoir faire tout ce qui est cosmétique. Donc, parfumeur. Et après, on va faire du maquillage, on va faire tous ces trucs-là. D'accord ? Un barbier chirurgien de village, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il va faire, c'est des sutures. D'accord? C'est-à-dire refermer des plaies. Parce que figure-toi que depuis toujours, il y a des gars qui s'ouvrent bêtement. Prenons un exemple type. J'ai une huître dans la main, j'ai un couteau, je veux ouvrir mon huître et là, hop, je dérape et je m'ouvre la main. Sinon, on va venir refermer le bazar. Pour refermer le bazar, on va utiliser des aiguilles. On a des aiguilles courbes qui seront en bronze et on a aussi des aiguilles droites qui, elles, en théorie, seront en os. D'accord? Bien, mais en même temps, l'aiguille suffit pas, faut du fil avec. Donc le fil, il y a plusieurs possibilités. Alors, ça peut être quoi, d'après toi? Des plantes. Ouais, du lin, effectivement. Il y a d'autres trucs, c'est pas des plantes. Du feu. Non, De l'humain. non, ça se trouve sur une personne. Cheveux. Oui, des cheveux, effectivement, de blonde. C'est mieux, pareil que c'est plus solide. En tout cas, c'est ce qui est dit au Moyen-Âge. Et sinon, ça ressemble à des cheveux, mais c'est pas sur un homme. C'est sur un gros machin qui tire des charges. Du crin de cheval, exactement. Voilà, donc là, on a à peu près les 3 fils qui sont utilisés. Maintenant qu'on a vu ça, il y a autre chose qu'on va faire. On va diminuer des fractures. C'est ce que c'est que diminuer une fracture quand tu te casses quelque chose. On va faire un plâtre. Et ben ça existe depuis la préhistoire. Donc au Moyen-Âge, on sait en faire. Voilà, comme aujourd'hui. Ouais, préhistoire. On a des sources d'os qui ont été cassées, puis stabilisées, de façon à ce que ça puisse se recalcifier. Ah oui, oui, non mais... On fait des trépanations aussi à la préhistoire, hein, pour l'oublier ça. Hein. Maintenant qu'on a vu ça, on sait aussi faire les dents. Avec les petites pinces super mignonnes. Donc ça, c'est une pince à dents. Celle-ci, c'est la classique. Après, il y a la coudée, de façon à pouvoir faire levier. Sinon, c'est pas drôle. D'accord? Alors, c'est quoi, comment on appelle celui qui enlève les dents à l'époque? J'attends que tu dises la bêtise sur tout ça, hein, parce qu'il y a plein de gens qui disent c'est l'arracheur de dents. Non. Le barbier. Oui, alors c'est le barbier chirurgien, mais l'arracheur de dents, figure-toi qu'il existe. L'arracheur de dents, c'est un gars, faut pas lui faire confiance. C'est un gars qui va te mentir. Il va te dire qu'il est barbier chirurgien. Il va débarquer avec une pince de forge et il va t'arracher les dents n'importe comment. Il n'a pas été formé pour et ça va faire plus de mal que de bien. Par contre, il t'aura fait ça à bas prix, c'est sûr. Sauf que cette personne-là aura menti. Et on dit mentir comme un arracheur de dents. On peut dévitaliser une dent. Quand tu as une dent qui fait super mal, on va venir prendre une pointe en acier qu'on va faire chauffer dans le feu. Et une fois que c'est bien chaud, on va venir l'arracher dans la dent et à un moment ça va faire pshhh. Ça veut dire que le nerf est cramé. Et quand un nerf est cramé, alors sur le coup ça fait mal, je vous l'accorde monsieur, hein, mais en même temps derrière, une fois que c'est cramé, je vous assure, il n'y a plus bobo, c'est dévitalisé un bon coup, hein, voilà. Bon, donc ça c'est dévitaliser une dent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Des prothèses. Prothèses de dents. Ah ah. Alors avec quoi est-ce qu'on peut faire des prothèses de dents? De l'ivoire, pour ceux qui ont des sous. S'il y a moins de sous, tibia de bœuf taillé. Et s'il n'y a pas de sous du tout, avec quoi est-ce qu'on pourrait faire ça? Moi je les extrais les dents, mais j'ai un stock, hein. Y a pas de problème, si vous avez pas de sous, il suffit d'en trouver une qui a la bonne taille, on la nettoie bien, on va venir la récurer pour qu'elle soit bien propre, et hop, on vient la retailler pour que ça aille. Alors après vous allez... Ah, comment on les fixe? Effectivement, c'est une bonne question. Avec du fil d'or. Ça c'est la première méthode, ce qui est utilisé depuis l'Égypte antique. Ouais. Il faut des bridges quoi. Bah sinon on fait des bridges, ouais, mais on fait des bridges avec des petites plaques qui peuvent être du laiton ou des petites plaques de différents types d'acier et on va venir fixer avec des tout petits rivets pour bien bloquer. Ensuite, dans les trucs super simples et super cool, et vous vous doutez très bien que je le fais, je fais la cataracte. Voilà, tu sais ce que c'est la cataracte? Non? Ça, t'imagines, ce rond là, c'est ton œil, d'accord? Et t'as l'iris qui est là, donc tu vois comme ça, d'accord?
par-dessus ça, tu as ce qu'on appelle un cristallin. Donc ça, c'est une espèce de plaque transparente qui fait que tu vois. Maintenant, quand tu vieillis, ou si tu fais du juvénile, c'est pas grave, mais tu as ça qui va blanchir. D'accord? Comme si tu prenais des lunettes. Tu prends un caillou, tu frottes le caillou sur les lunettes, et quand ta lunette est toute blanche, tu essaies de regarder à travers. Bon, bah ça donne un aspect de cataracte. Ok? Donc aujourd'hui, on ouvre, on nettoie ou on remplace, et on referme. Sauf que ça, à l'époque, tu es d'accord, on peut pas faire. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va venir prendre une aiguille pour pouvoir taper sur le cristallin et le faire descendre, pour libérer la vue. Alors, certes, il y a plus de lumière qui rentre. Ça attaque un peu plus, avec des cailloux blancs comme ici, là tu serais ébloui, il vaudrait mieux cacher. Mais chez toi, le soir, il n'y a aucun problème et tu verrais super bien. D'accord? Maintenant, la deuxième façon de faire va arriver un peu plus tard, ce sera avec une aiguille creuse. Parce que le cristallin, quand il est là, bah, il peut se balader, c'est pas pratique. Et puis s'il est mal mis, ça peut être embêtant. Donc là, avec l'aiguille creuse, on va venir taper sur le cristallin, et alors on va faire... Et on va le recracher. Voilà, on l'a aspiré, on l'a extrait de cette façon-là. Eh bien, il n'y a plus de cristallin. Donc pas de problème. D'accord? C'est pas chez moi, c'est pas mon problème. Voilà, c'est ça. Si c'est pas chez moi, il n'y a pas de problème. Maintenant qu'on a vu ça, cataracte, tout ce qui est les joyeuseries, donc tout ce qui est purulent, kyste, bubon, furoncle, tout ce que tu veux comme ça. Et pour finir, on a beaucoup trop d'enluminure là-dessus, mais on fait évidemment les hémorroïdes. Je rappelle, ça se passe dans le derrière. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on en a plein de représentations? Je pense que les moines adoraient dessiner des paires de fesses. Ça, il faut se le dire. Alors, l'enluminure, ça vient du latin illuminare. Donc, le but, c'est d'illuminer les livres, donc d'illustrer les manuscrits. Donc, que ce soit avec des lettrines, avec des magnifiques lettres, ou alors avec des petites illustrations. Et donc, l'enlumineur, c'est celui qui va venir illustrer les manuscrits, les parchemins au Moyen-Âge. Et sinon, on a aussi le calligraphe. Et lui, il va s'occuper plutôt de l'écriture. Donc, on a plusieurs types d'écriture. Celle qu'on présente aujourd'hui ici à la forteresse, c'est la Gothic Textura Quadrata. Donc, c'est une écriture médiévale qui a des lettres assez carrées, assez précises, avec plein de petites règles à respecter. Au début du Moyen-Âge, surtout, c'est les moines qui vont écrire dans des scriptoriums. Donc dans des lieux liés en fait à la religion, où là le texte qu'on va écrire majoritairement, ça va être des textes religieux, donc la Bible, des livres de prière, etc. Et en fait, plus le Moyen-Âge va progresser, plus l'écriture va se démocratiser d'une certaine manière, dans une certaine mesure surtout, puisque on va avoir en fait les universités qui vont apparaître vers le XIIIe siècle. Donc là, on va avoir davantage de laïcs qui vont écrire, donc qui vont s'emparer de cet art-là. On peut faire deux choses, soit l'enluminure, donc ça va être de la peinture sur des dessins qui sont faits maison, avec une peinture, la tempera, qui est elle aussi faite maison. Donc c'est une peinture à base de jaune d'œuf et de vin blanc, dans laquelle on va rajouter les pigments, comme ceci, là on a du bleu. Et sinon, vous pouvez aussi faire de la calligraphie. Donc la calligraphie, là, ça va être apprendre l'art des belles écritures, la Gothic Textura, donc, qu'on a juste ici. Donc là, c'est qu'avec une plume, on va venir apprendre ces lettres aussi. Taille de pierre, ça va être la préparation des pierres directement pour la construction. À partir du moment où on parle de taille, donc ça va être d'abord de régulariser les blocs pour avoir des pierres aux dimensions voulues par le chef de chantier. En fonction des pierres, on va utiliser différents outils. Là, avec le tuffeau, on va pouvoir se permettre l'utilisation de ce très joli outil qu'on appelle marteau taillant. Après, autrement, l'outillage de base, lui, il travaille depuis la nuit des temps. On a le maillet et puis le ciseau à pierre. Ça, la seule chose qui a changé à peu près là-dedans, c'est la matière première utilisée. On est passé du cuivre, par exemple chez les Égyptiens, au fer, puis à l'acier, puis maintenant d'autres produits modernes. Mais ça reste indémodable. La taille de pierre, donc, ça a été un ajout qui a été fait plutôt après une fois que le château a perdu plus ou moins sa fonction de place militaire. En tant que place militaire, une pierre comme le tuffeau que je suis en train de travailler, là, elle ne sert pas à grand chose. Elle n'est pas assez dure.
Où alors les tailleurs de pierre, ils se sont vus quand même donner un travail, c'était d'extraire les pierres et puis de leur donner une forme suffisamment régulière pour pouvoir les utiliser pour la maçonnerie. Et la taille de pierre va intervenir là par contre vraiment sur les éléments décoratifs dans un château fort. Et ça dépend énormément des conditions, on va dire, politiques ou militaires au moment où on fait la construction. S'il faut que ça aille vite, on ne va pas trop perdre de temps à bien dégrossir les blocs. Ça peut être des pierres assez brutes. Et puis également, pour faire venir les pierres au Moyen-Âge, on sait les faire voyager sur des longues distances. Et que ce soit les voyages par bateau ou par attelage tiré par des chevaux, ça prend quand même du temps. Et pour un château comme Montbazon, donc le premier appareillage qui a été utilisé pour la construction, c'est du moellon, des pierres qui sont légèrement dégrossies mais pas trop, de manière à vraiment pouvoir se servir directement dans le sous-sol, en dessous du château, ou le plus près possible. Ils ont été assez vite, je crois qu'on est sur une dizaine d'années à peu près, pour la première partie, et puis après il y a eu donc d'abord le donjon, puis le fils de Fulkenera a fait rajouter le petit donjon, puis ils ont rajouté des murailles, et puis donc la construction d'un château fort se fait rarement en une seule fois. Le premier seigneur va faire ce qu'il a d'utile, et puis avec l'évolution soit de la situation politique, soit aussi des armements à disposition des différents belligérants, des modifications qui vont venir pour améliorer la capacité militaire du lieu. Le gros souci, c'est qu'à partir du moment, vers le XIIe, XIIIe siècle, quand on commence à avoir vraiment des machines de siège efficaces, le donjon, avec sa forme carrée, perd de son efficacité militaire. À cette époque-là, on va passer plutôt sur des tours arrondies qui permettent de mieux faire ricocher les projectiles. Donc il a été bien pensé pour son époque de construction, amélioré après énormément avec les différents ajouts. On reste sur un donjon qui, par exemple, au XVe siècle, est par contre plus trop adapté à la guerre moderne. À l'époque, c'était divisé en deux métiers. Il y avait le cirier qui faisait la récolte de la cire, que ce soit dans les ruches sauvages ou domestiques, et qui allait faire fondre une première fois cette cire, la filtrer, etc. Et le chandelier, qui lui fabriquait les chandelles, que ce soit en cire d'abeille ou en suif, on a les deux matériaux à l'époque. Et donc ce chandelier, il va fabriquer les chandelles pour éclairer la population en fait, parce que c'est un mode d'éclairage qu'on utilise au Moyen-Âge. En fait, tout ce qui va être à base de cire d'abeille, c'est assez cher, parce que c'est rare la cire d'abeille. Donc ça va être plutôt réservé à la noblesse, la royauté et l'église. Et l'église, elle a des volontés d'avoir quelque chose qui soit bien lisse et bien blanc. Donc du coup, on va chercher à avoir quelque chose de plutôt lisse, donc utiliser des moules, et quelque chose de plutôt blanc. Donc pour ça, on va laisser la cire au soleil pour qu'elle blanchisse. Ici, on peut apprendre à faire ses propres chandelles avec la méthode du trempage, qui est une méthode qu'on utilisait au Moyen-Âge. Alors en fait, forgeron, c'est ce qu'on va dire le terme générique. C'est juste quelqu'un qui va travailler le métal. Quand on dit forgeron, ça peut être une trentaine de métiers différents. On peut passer du mailleur, celui qui fait les cottes de maille, au coutelier, au maréchal ferrant. Donc en fait, il y avait beaucoup de métiers différents. Et c'est compliqué, le plus souvent, on se spécialise dans une catégorie. Moi, par exemple, je suis plus spécialisé dans les outils, et mon collègue Galahad, lui, il est plus spécialisé dans les couteaux. Chacun son domaine de prédilection. On va d'abord récupérer ce qu'on appelle du minerai de fer. Donc, hop, qui se présente sous cette forme. Et après, on va le concasser et le mettre dans un bas fourneau, donc une grande tour en poterie. Et à la fin, on va obtenir ce qu'on appelle de la loupe. Donc ici, vous regardez, il y a encore des morceaux de charbon dedans. Avec ça, après, on va le réchauffer et le mettre en barre pour pouvoir l'utiliser. Après, une fois que c'est en barre, du coup, on va faire soit les outils, soit les couteaux, les armures, les armes, tout ce qu'on a besoin. Et après, on les revend. Donc en fait, au Moyen-Âge, le forgeron n'est pas un noble, mais il est quand même relativement aisé. Nous, ici, en fait, on fait plein de choses. On fait aussi des commandes sur mesure. Donc par exemple, comme le monsieur qui est juste là, il nous a demandé de lui faire une coquille Saint-Jacques en fer forgé, qui est juste là. Donc là, je suis bientôt fini. Et en fait, en fonction des commandes qu'on a, on les vend à la boutique après. Et sinon, en fait, on fait beaucoup de couteaux uniques qu'on vend à la boutique aussi. J'espère vous avoir convaincu de visiter ce château. Merci à vous d'avoir visionné cette longue vidéo jusqu'au bout.
On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles découvertes. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker, commenter et partager la vidéo. À très bientôt.